Un avion de transport régional est en difficulté. Arrête-toi! Arrête-toi! L'équipage s'est retrouvé sans solution. On va basculer! Pourquoi n'a-t-il pas pu s'arrêter? Un témoin filme le drame. Ne piétinez pas. On a découvert des fragments en acier, mais tout le reste avait brûlé. Faut-il incriminer une substance mystérieuse? Je crois qu'on tient notre explication. À 7h20, au-dessus des côtes déchiquetées de la Norvège, un avion de la compagnie Atlantic Airways atteint son altitude maximale lors d'un vol d'une quinzaine de minutes seulement. « 10 000 pieds. Ok. On est tout en haut. Il est temps de penser à redescendre. En Norvège, il y a beaucoup de montagnes aux flancs escarpés et de fjords profonds. Si on se déplace en voiture ou en bateau, les trajets peuvent prendre des heures, voire des jours. Alors qu'en avion, 15 à 20 minutes suffisent pour parcourir des régions entières. Ce matin-là, une compagnie pétrolière a affrété l'avion pour transporter ses employés sur leur lieu de travail, et les premiers sont montés à l'aéroport de Sola-Stavanger. Après un bref arrêt sur l'île de Stord pour en embarquer d'autres, l'appareil repartira pour sa destination finale, Molda, sur le littoral. Pour Thor Arne Johannessen, c'est un vol comme les autres. J'allais faire une rotation en 5-2. C'est-à-dire que je travaillerai pendant 5 jours et que je rentrerai chez moi le week-end. Pour moi, c'était vraiment une journée comme les autres. Le British Aerospace 146 est un quadrimoteur idéal pour les liaisons entre les terrains d'aviation des 4 coins du pays. Le BAE 146 est un très bel appareil et il est facile à piloter. Sven-Erik Strandberg a piloté ce modèle d'avion pour Atlantic Airways. Il a été conçu pour se poser sur des pistes courtes, y compris en gravier. On approche. Vérifie la météo. Pour la première étape du vol, le commandant Niklas Juros est aux commandes. À 34 ans, il est pilote professionnel depuis plus de 10 ans. Tour, Atlantique 670. Quelles sont les conditions météo? Le copilote, Jakob Ewald, a 38 ans et il a été embauché par la compagnie il y a quelques mois. Vent du 110 à 6 nœuds. Visibilité supérieure à 10 km. Vent du 110 à 6 nœuds. 670. Bon, il fait beau. C'était le début de la matinée, en octobre. Le ciel était dégagé, le vent quasiment calme. C'était une très belle journée pour voler. L'avion volait normalement. Rien n'indiquait qu'il risquait d'y avoir un problème. Il faisait frais. C'était de bonne heure. Et c'est pour ça que j'avais gardé ma veste. L'aéroport de l'île de Stord est perché sur une hauteur aux flancs abrupts et bordé de falaises sur 3 côtés. La piste est au sommet d'une petite montagne, donc le relief tout autour est assez pentu. Une erreur peut coûter très cher. Si on atterrit trop long, on risque de s'abîmer dans la mer. Atterrissage, piste 15. Vent du 110 à 6 nœuds. Oui.
Donc léger vent arrière. On va plutôt prendre la 33 pour faire une approche directe. Ça marche. L'équipage effectue un changement de dernière minute. Il va se poser sur l'unique piste du petit aéroport en arrivant par le sud, la 33, au lieu de faire le tour pour se présenter par le nord, piste 15. Tour 670. Demandons approche à vue, piste 33. Affirmatif. Piste dégagée. Autorisé approche à vue. Piste 33. Comme l'avion arrivait du sud, un atterrissage direct face au nord-ouest était plus pratique. Grâce à cette approche directe, le BAE 146 sera à terre dans moins de 5 minutes. Vitesse d'atterrissage? 112 nœuds. Débute alors la phase du vol qui demande le plus de travail à l'équipage. Vitesse en finale. Il faut simultanément réduire l'altitude et la vitesse Réglé. Voler à 20. et préparer l'atterrissage. Volet à 20. On sort les volets et le train d'atterrissage. Sors le train. Train. Sorti. Plein volet. Plein volet. L'avion n'est plus qu'à 1 minute de la piste. On est stable. Vitesse d'atterrissage. Le pilote en fonction regarde les points de repère visuels à l'extérieur et il vérifie la vitesse R pour s'assurer qu'elle est correcte, c'est-à-dire ni trop élevée, ni surtout trop basse. Quand on se pose sur une piste comme celle de Stord, qui est assez courte, la distance de freinage est un facteur important. Donc on fait très attention au point de toucher des roues. Réduction des gaz. L'avion touche la piste à 7h32. Et spoiler. Pas de spoiler. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose d'anormal. Freinage max. Pourquoi on ne ralentit pas? C'était comme quand on roule en voiture sur du verglas et qu'on freine. Ça ne sert à rien. On ne s'arrête pas. On s'est rendu compte que l'avion ne freinait pas, qu'il roulait vraiment vite. Vitesse! Apparemment, le BAE 146 ne ralentissait toujours pas. Et l'équipage s'est retrouvé sans solution. Le bout de la piste se rapproche. Le commandant de bord agit alors avec l'énergie du désespoir. Cramponne-toi! Il fait des embardées, d'abord à droite, puis à gauche, en espérant que cela fera s'arrêter l'avion. Les pilotes ont vraiment fait preuve de lucidité. Ils ont essayé de faire déraper leur avion pour augmenter le frottement des roues sur la chaussée. Arrête-toi! Mais arrête-toi! On va basculer! On se dit juste qu'on va mourir, que c'est la fin.
Les pompiers sont intervenus aussitôt. À l'aéroport de l'île de Stord, les secours viennent en aide au BAE 146 qui a basculé dans le vide. Les pilotes sont indemnes, mais un incendie ravage le flanc droit de leur appareil. Ça va? Ouais. Checklist urgence. Je coupe les moteurs. Fais l'évacuation. Je passe en cabine. Selon la procédure, l'équipage doit éteindre les moteurs et ordonner l'évacuation. Mais la porte du poste de pilotage est bloquée. C'est coincé. Il faut qu'on sorte. Tout de suite. Je n'avais qu'une idée en tête. Sortir de l'avion. Mais c'est quasiment mission impossible. Les sorties de secours avant sont bloquées et il est difficile de remonter le couloir central jusqu'à la porte arrière. Les passagers ont presque dû faire de la varap. Ils se sont servis des sièges et des appuis-têtes pour se hisser jusqu'au fond de l'avion et atteindre cette porte. Autre problème pour les pilotes, un des 4 moteurs refuse de s'éteindre. C'est coincé. Le 2 ne s'arrête pas. À l'arrière du moteur, la température est évidemment très élevée. Et à l'avant, il y a l'admission qui aspire l'air pour qu'il soit compressé. Donc tout le périmètre autour du réacteur est une zone à risque. Je suis dans l'allée centrale. J'entends le réacteur et je suis sûr que je vais mourir si je sors derrière le moteur. Moins d'1 minute après un atterrissage qui semblait tout ce qu'il y avait de plus routinier, les 16 personnes à bord du BAE 146 sont en danger de mort. La porte du poste de pilotage est toujours bloquée. Hey, faut qu'on sorte. Les pilotes doivent s'extraire par une fenêtre. Au-dessus de la fenêtre, il y a une corde. On se met dos à l'avion, on agrippe cette corde et on s'en sert pour descendre. À l'arrière du BAE, Tor Arne Johannessen a enfin trouvé une issue. Il sort juste avant l'explosion de l'avion. L'intérieur a été ravagé par les flammes. Et tout de suite après, je me suis retrouvé dehors. Je ne me suis pas demandé si j'étais soulagé ou heureux. J'étais encore sous l'effet de la décharge d'adrénaline. Ma femme. Il faut que je l'appelle. Un habitant des environs filme la scène au moment où le carburant s'enflamme. Les pompiers vont lutter pendant près de 2 heures avant de maîtriser le sinistre. Ils ont dû rester sur la piste pour asperger l'avion d'eau et de mousse carbonique. Mais ils avaient du mal à l'atteindre. Finalement, ils extraient 4 morts de l'épave. Les 2 pilotes ont survécu, tout comme Tor Arne Johannessen. Ils souffrent de brûlures, mais cela aurait pu être bien pire. Comme j'avais gardé ma veste, ça m'a évité d'être gravement brûlé au bras. Il y a eu des victimes. Mais le fait que les secours aient pu évacuer autant de gens est un véritable exploit. Et ça a impressionné beaucoup de professionnels. Juste après l'accident, Sven-Erik Strandberg discute avec le commandant de bord. J'ai essayé de le réconforter, mais il n'a pas dit grand-chose. Ça ne freinait pas. Pourquoi? Il était choqué et il essayait de comprendre ce qui s'était passé.
Quelques heures après le drame, la SHT, l'équivalent norvégien du BEA, arrive sur les lieux. Ne piétinez pas. On savait seulement que l'avion avait dérapé en dehors de la piste, qu'il avait pris feu et qu'il y avait eu des morts. Donc il s'était passé quelque chose de grave. À ce stade, les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude. Cet avion n'avait pas réussi à stopper. Donc la question était simple. Pourquoi n'a-t-il pas pu s'arrêter? En revanche, y répondre s'annonce difficile, car appuyer sur une pédale est loin d'être la seule façon de freiner. Et les forces aérodynamiques, les conditions atmosphériques et divers systèmes mécaniques entrent en ligne de compte. Les preuves devraient faire l'objet d'une analyse technique approfondie pour qu'on puisse en tirer des conclusions significatives. Le BAE 146 s'est arrêté le nez pointé vers le sol, à flanc de falaise. De toute évidence, ça avait été une catastrophe. Très vite, il s'avère que l'épave ne livrera que peu d'indices. La majeure partie de l'avion a été détruite par l'incendie qui a suivi l'accident. Il ne restait quasiment rien à part de l'aluminium fondu. On a découvert des fragments en acier, quelques boulons et quelques tiges, mais tout le reste avait brûlé. Aussitôt, la pression se fait sentir sur la SHT pour déterminer la cause du drame. En effet, le BAE 146 est l'appareil idéal pour les conditions de vol difficiles qui règnent souvent en Norvège. Mais s'il souffre d'un vice de conception, tous ceux qui l'utilisent sont peut-être en danger. Très vite, les enquêteurs mettent la main sur les enregistreurs de vol. Mais pendant 2 heures, ces derniers ont été soumis à des températures 2 fois supérieures à celles auxquelles ils sont censés résister. Ils étaient carbonisés, pleins de suie. La chaleur a abîmé l'extérieur. Leur couleur avait changé, passant du rouge orangé habituel au gris noirâtre. Preuve qu'ils avaient été soumis à une chaleur très élevée. Espérons que l'intérieur soit en meilleur état. Rien ne dit qu'ils livreront des renseignements. On a expédié les 2 enregistreurs au BEA britannique. Ils sont spécialisés dans leur exploitation. En attendant, les enquêteurs s'intéressent à la piste. Notez tout ce que vous voyez. On ne sait pas ce qui pourrait se révéler important. Sur la piste, il y avait des marques qui semblaient provenir de l'avion accidenté. Et elles étaient très intéressantes. Ces traces de gomme pourraient expliquer pourquoi l'avion ne s'est pas arrêté. Mais leur analyse s'annonce ardue. Combien d'avions utilisent cet aéroport? Sur cette piste, il y avait beaucoup de marques de pneus. Et ça n'était pas évident de savoir lesquels provenaient de quel avion. En ramassant des débris, les enquêteurs remarquent quelque chose de troublant sur le revêtement. Piste mouillée. L'absence d'un dispositif de sécurité. Et pas de rainurage. La plupart des pistes modernes sont striées de rainures qui évacuent l'eau de pluie pour éviter la formation de flaques. Or, le matin de l'accident, il a plu à Stord. Une piste mouillée est plus glissante, et cela allonge la distance de freinage d'un avion. On ne s'arrête pas! La piste couverte d'eau a-t-elle empêché l'avion de s'arrêter? On va basculer! Est-ce pour cette raison qu'il est tombé le long d'une falaise?
contrôleurs aériens du petit aéroport de l'île de Stord ne s'expliquent pas pourquoi le BAE-146 a basculé dans le vide. L'autre avait atterri. Un autre BAE-146 s'est posé au même endroit 25 minutes seulement avant l'accident. Sven-Erik Strandberg était aux commandes. La piste n'était pas si mouillée que ça. Elle était seulement un peu humide. Donc on n'a rien remarqué de spécial. Tout s'est passé sans anicroche. L'hypothèse de la piste gorgée d'eau semble donc être une impasse. Vous pouvez me décrire l'atterrissage? Les enquêteurs découvrent un nouvel indice en interrogeant les pompiers qui ont vu l'avion se poser. Ils sont plusieurs à avoir remarqué des filets de brume s'échapper à l'arrière des ailes après le contact de l'appareil avec le sol. Les témoins ont déclaré avoir vu des tourbillons de bout d'aile. Ça indiquait que les spoilers n'avaient pas fonctionné comme ils auraient dû le faire. Lorsqu'un avion est en vol, il crée des filets de turbulence appelés tourbillons de bout d'aile. Mais cela se produit uniquement lorsque les ailes créent de la portance. En l'air, on peut voir qu'il se forme une espèce de tire-bouchon à l'arrière des ailes. Les 6 spoilers auraient dû se déployer à l'atterrissage pour éliminer la portance, afin de plaquer l'avion sur le sol et de le ralentir. Dès qu'on sort les spoilers, l'avion s'enfonce dans la piste. Et là, on peut freiner. Les spoilers du BAE-146 sont-ils tombés en panne? Répondre à cette question pourrait s'avérer difficile, car ils ont tous les 6 été détruits dans l'incendie. C'est tout ce qui reste? En fouillant l'épave, on a vu qu'il n'y avait plus de commandes, plus de câbles, plus rien susceptible de nous être utile. Par contre, on arriverait peut-être à faire parler les actionneurs. Coup de chance, ces derniers, qui actionnent les spoilers, ont résisté au sinistre. Voyons ce qu'ils peuvent nous apprendre. En laboratoire, ils vont être examinés au rayon X. L'actionneur fait monter et descendre le spoiler. C'est une espèce de vérin. Vous voyez? Il le fait monter et il le verrouille. L'analyse au rayon X confirme les soupçons des enquêteurs. Les spoilers ne se sont pas déployés. En conséquence, le BAE-146 ne disposait pas de sa puissance de freinage habituelle. C'est un indice de taille, et les spécialistes se demandent si là n'est pas la cause de l'accident. Sans les spoilers, il fallait une piste 40% plus longue. Le BAE-146 peut s'arrêter sans ce dispositif de sécurité que sont les spoilers, mais sur une distance plus longue qu'en temps normal. Quand on se pose sur une piste courte, on calcule la distance minimale requise. La piste mesure combien? Était-elle un peu trop courte pour que l'avion, privé de spoiler, puisse l'emprunter? La distance de freinage est de 470 mètres et la piste faisait 1200 mètres. Mais c'est une nouvelle impasse. Assez pour se poser sans spoiler. Sur la dernière partie de la piste, la vitesse aurait dû être assez réduite pour que l'absence des spoilers ne prête pas vraiment à conséquence. Donc on a compris qu'il y avait eu un autre problème, en plus de celui des spoilers. Mais lequel? Le mystère reste entier. Arrête-toi! Arrête-toi! Quel problème supplémentaire s'est produit pour qu'un atterrissage de routine vire au drame? On va basculer! Pour trouver des explications au drame de Stord, les enquêteurs de la SHT comptent sur un témoin clé,
Niklas Jörås. On a essayé de passer en cabine, mais on n'a pas réussi à ouvrir la porte. On ne sait pas pourquoi. Pourtant, on a fait ce qu'on a pu, mais elle ne s'ouvrait pas. Il fait le récit des derniers instants passés dans le poste de pilotage et des efforts désespérés pour ouvrir la porte afin d'aider les passagers à évacuer. Je passe en cabine. C'était un nouveau modèle, une porte renforcée par mesure de sécurité. Elle était plus difficile à ouvrir à coups de pied qu'une porte de type conventionnel, à l'ancienne. Hey, Il faut qu'on sorte. Et maintenant, remontons plus loin dans le temps. Les enquêteurs veulent savoir ce que le commandant de bord faisait avant de perdre le contrôle de son appareil. Que s'est-il passé à l'atterrissage? Eh bien, dès qu'on a touché le sol, j'ai tiré sur la manette des spoilers, mais ça n'a rien fait. Le commandant explique chacune de ses actions. et spoiler. Pas de spoiler. Freinage max. Les spoilers ne se déploient pas, mais ce n'est pas le seul problème. Apparemment, le système de freinage refuse lui aussi de fonctionner. Ça marchait. On ralentissait. Je crois qu'on aurait pu s'arrêter si on avait... Il a manqué quelques mètres. D'accord. Merci, commandant. En discutant avec l'équipage, on a découvert que les freins n'avaient peut-être pas fonctionné. Donc, on s'est intéressé plus en détail à cet équipement. On ne s'arrête pas. Une panne du système de freinage expliquerait pourquoi le BAE 146 a été incapable de s'arrêter. L'enregistreur de paramètres aurait pu fournir des indications sur ce sujet. Malheureusement, il a presque entièrement fondu. L'enregistreur de paramètres était d'un modèle relativement ancien. Sa bande magnétique n'avait pas résisté à la chaleur. Il ne restait que 3 tout petits fragments exploitables. Donc on a été déçus. En l'absence de toute preuve concrète, l'enquête sur l'accident du vol RC-670 se retrouve alors au point mort. On a environ 3 secondes de données sur l'enregistreur de paramètres après l'atterrissage. On sait que la vitesse de l'avion était d'environ 20 nœuds en bout de piste. Et c'est tout. Il faut déterminer plus précisément l'état de fonctionnement des freins. Pour cela, les enquêteurs s'intéressent de nouveau aux traces de gomme. En observant les marques sur la piste, ils notent quelque chose de curieux. Vous avez déjà vu une couleur pareille? Les marques de pneus normales ont la forme de lignes noires qui courent sur la piste. Mais celle-ci était plus claire, brunâtre. Tout aussi curieux, ces marques sont constellées de débris inhabituels. Ça avait l'odeur du caoutchouc et la texture du caoutchouc, sauf que c'était mou et collant. Ces débris semblent provenir des pneus, mais les enquêteurs ne comprennent pas comment la gomme a pu autant se dégrader. Je n'avais encore jamais vu de boulettes de gomme comme ça. Pour moi, c'était une première. Les enquêteurs comptent désormais sur l'enregistreur phonique. Bon, voyons ce que nous avons.
Cet appareil, qui enregistre l'environnement acoustique du poste de pilotage, a en effet fourni des données exploitables. 10 000 pieds. Le fabricant a réussi à réparer la mémoire de l'enregistreur et à en extraire les informations qui étaient dans un état impeccable. C'est peut-être la dernière chance d'élucider l'énigme. On approche. Vérifie la météo. Il y avait tout, du décollage à l'accident. Tour 670. Demandons approche à vue. Les enquêteurs y trouveront-ils l'explication qu'ils cherchent? Visibilité supérieure à 10 km. 110. On est stable. 670. Rien que le très habituel. Il n'y a aucune trace d'erreur. Les échanges entre les pilotes étaient très précis, conformes à ce qu'on attend d'un équipage lors d'un vol de ce genre. Vent du 110 à 6 nœuds. Oui. Donc léger vent arrière. On va plutôt prendre la 33 pour faire une approche directe. Ça marche. Léger vent arrière. Vitesse d'atterrissage. 112 nœuds. Vitesse en finale. Apparemment, c'était la bonne vitesse. Mais le vent arrière a pu les pousser un peu. Généralement, le vent arrière modifie la distance d'atterrissage. Il l'allonge un peu. Par fort vent arrière, la vitesse d'atterrissage peut s'accroître, ce qui augmente le délai avant l'arrêt, raison pour laquelle on se pose généralement face au vent. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Sven-Erik Strandberg le jour de l'accident. J'avais fait une boucle pour atterrir en arrivant du nord, parce qu'il y avait un peu de vent debout. Les enquêteurs se demandent alors si le vent arrière a rogné la marge de sécurité dont disposait l'équipage, qui avait déjà du mal à s'arrêter, privé de ses spoilers. Le vent arrière? Tout simplement. En examinant l'historique du modèle British Aerospace 146, la SHT découvre 12 autres sorties de piste à l'atterrissage par vent arrière. Un chiffre qui a de quoi inquiéter. Bon, piste mouillée. Vent arrière, 6 nœuds. Essayons. Les enquêteurs reproduisent l'atterrissage en simulateur. Stord est un aéroport agréable quand les conditions météorologiques sont bonnes. Par contre, il est un peu difficile à négocier sous la pluie et quand le vent souffle de l'ouest. Réduction des gaz. Les conditions météo ont-elles rendu plus difficile le freinage en l'absence de spoiler? Ne sortez pas les spoilers. Frein à pied. Mais c'est une nouvelle impasse. Bon. Retour à la case départ. Dans les limites acceptables, on peut atterrir avec un vent arrière de 5 nœuds. Ce vent arrière n'explique donc pas pourquoi l'avion, même privé de ses spoilers, a basculé dans le vide. Et les enquêteurs ne comprennent toujours pas ce qui a empêché le vol RC-670 de s'arrêter à temps. On va basculer! C'est alors que la fouille du fuselage carbonisé oriente les recherches dans une direction inattendue. On a fait un grand pas en avant quand on a déplacé l'épave. Par chance, un des pneus du train principal a résisté à l'incendie. Et aussitôt, les enquêteurs constatent que ces arêtes ont une texture étrange, la même que celle des morceaux de gomme récupérés sur la piste de Stord. Ça colle aussi.
Une partie du pneu intérieur du train principal gauche était aplatie, signe que l'avion avait dérapé sur la piste. On voyait que la gomme avait été soumise à une température très élevée et que la chaleur l'avait transformée. Le fabricant des pneumatiques avance une hypothèse extraordinaire pour expliquer cette étrangeté. Hydroplanage par dévulcanisation. Les débris de gomme collante seraient le résultat d'un phénomène inhabituel qui se produit lorsque des pneus surchauffent sous l'effet d'un frottement très important. Relevons-en un peu. Si la gomme dérape sur un revêtement humide ou mouillé, le frottement peut entraîner une élévation de la température telle qu'elle transforme l'eau en coussin de vapeur qui soulève légèrement le pneu du sol. Cette fine couche de vapeur, produite par la gomme, se forme entre les pneus et la piste. Par conséquent, il devient bien plus difficile d'obtenir la vitesse de ralentissement voulue avec les freins des roues. La température très élevée détériore la gomme et la rend collante, exactement comme les fragments découverts à Stord. Ça correspond. On avait sous les yeux un cas d'école de ce genre d'événement. Ce phénomène explique également la coloration pâle et inhabituelle des traces laissées par les pneus. Les marques de dérapage avaient cette couleur parce que le coussin de vapeur a un peu le même effet qu'un nettoyeur vapeur. Il enlève toutes les saletés qu'il y a sur la piste. Il y a quelque chose qui cloche. En effet, l'hydroplanage par dévulcanisation ne se produit que lorsque les roues se bloquent et que le frottement devient suffisamment fort. Or, le BAE 146 est équipé d'un système anti-blocage. Et spoiler. Pas de spoiler. Freinage max. Les roues ne sont pas censées se bloquer, pourtant c'est exactement ce qu'elles ont fait. À la SHT de découvrir pourquoi. Toujours à la recherche d'une explication, les enquêteurs réécoutent la bande de l'enregistreur phonique. Bon, allez-y. On ne savait pas ce qui s'était passé d'un point de vue mécanique. Donc on a cherché d'autres moyens de comprendre. Vitesse d'atterrissage. Réduction des gaz. Et spoiler. Encore une fois. De nombreuses commandes font un bruit caractéristique. Et spoiler. Les enquêteurs comparent les bruits qu'ils entendent avec une bibliothèque de sons préenregistrés afin de reconstituer ce qui s'est passé à bord. Là. Ce clic, c'est la manette des spoilers. La démarche s'avère payante. Ils parviennent notamment à identifier le bruit de la manette des spoilers. Pas de spoiler. Freinage max. En tendant l'oreille, ils entendent bientôt un autre son susceptible d'expliquer enfin pourquoi l'avion ne s'est pas arrêté. On ne s'arrête pas. Stop. Comparez-le. Ce signal sonore indique que le freinage de secours a été appliqué. On réécoute. On ne s'arrête pas. Vous entendez? D'abord le signal du freinage de secours, puis le dérapage. C'est une découverte cruciale. Le signal sonore prouvait que quelqu'un avait appliqué le freinage de secours et juste après, on entendait le crissement des pneus sur l'enregistreur phonique. Je crois qu'on tient notre explication.
Sans antipatinage ni protection antidérapage, majorer la distance d'atterrissage de 60%. Il s'avère que le freinage de secours du BAE 146 n'est pas équipé d'antipatinage. C'était la dernière pièce du puzzle qui expliquait le problème de freinage. On est stable. Vitesse d'atterrissage. Réduction des gaz. Les enquêteurs comprennent enfin pourquoi le vol RC-670 s'est achevé sur une tragédie. L'avion se pose ici, sur une piste mouillée, et le vent arrière le pousse un peu. Et spoiler. Le commandant actionne les spoilers, mais il ne se déploie pas. Pas de spoiler. Freinage max. Ici, il applique le freinage de secours. On ne s'arrête pas. C'est le coup de grâce. Les roues se bloquent, comme sur une voiture sans ABS. Le sort de l'avion est alors scellé. On va basculer! La SHT conclut que sur une piste mouillée, sans spoiler et par vent arrière, l'avion se serait arrêté dans les temps si les pilotes n'avaient pas actionné le freinage de secours. On ne s'arrête pas. Mais ils n'avaient aucun moyen de deviner ce qui allait se passer. Ils ne s'étaient jamais entraînés à un scénario aussi improbable. En cas de panne à ce moment crucial, juste après l'atterrissage, si les équipements permettant habituellement de décélérer ne fonctionnent pas, alors automatiquement, presque instinctivement, les pilotes passent au cran supérieur, c'est-à-dire au freinage de secours. Cramponne-toi! Il faut arrêter l'avion et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Sauf que la piste n'était pas assez longue. Dans son rapport final, la SHT recommande d'améliorer la formation pour que les pilotes puissent plus facilement s'arrêter dans des conditions similaires. Elle réclame également des aires de sécurité élargies autour des pistes, surtout dans les aéroports entourés de zones escarpées. Notre objectif, c'est de faire que chaque accident permette d'améliorer un peu plus les normes de sécurité. Depuis l'accident du vol RC-670, des modifications importantes ont été apportées pour que l'atterrissage à Stord soit moins dangereux. La piste est plus longue et elle est parcourue de rainurages pour évacuer l'eau partant de pluie. Elle mesure 50 mètres de plus qu'avant. Donc il y a du positif. Même s'il a fallu attendre qu'il y ait un accident. Le but numéro 1, c'est d'améliorer la sécurité et le second, d'expliquer ce qui s'est passé pour tirer profit de ces défaillances.